Alors je le disais, hein, il s'est écoulé 1 an depuis notre dernière rencontre, mais lors de nos échanges préalables, vous avez tous été d'accord pour dire qu'on est plutôt dans une période qui est assez favorable, assez propice, avec une prise de conscience qui est là, mais maintenant il faut agir. Voilà le constat, il faut agir et c'est pas rien. Alors qu'est-ce qui a changé depuis notre dernière rencontre et puis quelles sont les actions qu'il faut maintenant mettre en place? Alors je vais juste commencer pour expliquer la genèse en tout cas de cette table ronde, parce que c'est vrai qu'on a fait cette table ronde l'année dernière, on s'est dit on va peut-être quand même pas répéter, mais il se trouve que l'environnement géopolitique a quand même été suffisamment favorable pour penser que la vision qu'on avait l'année dernière, la vision cette année a quand même évolué, la vision française et européenne a évolué, et les industries aussi, les industriels, le secteur privé a évolué aussi. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir l'avis éclairé d'Henri et de Guillaume aujourd'hui. Henri, Guillaume, comment les choses ont changé donc depuis 1 an? Alors, bien, ça a été au mois de novembre, donc l'élection de Donald Trump, qui a donné un coup d'accélérateur à la prise de conscience de ce que nous, au CIGREF, on va appeler les conséquences juridiques, les conséquences économiques, les conséquences géopolitiques des multiples dépendances technologiques que l'économie de l'Union européenne a laissé s'installer depuis une trentaine d'années à l'égard de l'industrie américaine du numérique. Nous avons publié récemment un rapport, une étude que nous avons menée avec un cabinet d'études macroéconomiques qui s'appelle le cabinet Asterès, créé par Nicolas Bouzou, que certains peuvent connaître. Cette étude, elle est disponible sur notre site en libre accès, où nous avons analysé ces dépendances technologiques, et les chiffres sont assez sidérants. L'économie européenne, sur le marché B2B, des logiciels et des services cloud, à 83%, ce sont des achats qui sont réalisés auprès d'entreprises américaines. 83%, ça représente un volume qui est supérieur à 250 milliards d'euros par an. Pour donner un ordre de grandeur, 250 milliards, c'est à peu près l'ordre de grandeur des achats de gaz ou des achats de pétrole par l'Union européenne. On est dans ces volumes-là. C'est également le même ordre de grandeur que ce dont se plaint Donald Trump vis-à-vis de l'Union européenne, hein, en déficits commerciaux. Hein, il dit 250 milliards, l'Europe, ils sont très méchants, sauf qu'ils ne parlent que du commerce, hein, des échanges de biens. Et jamais ils n'intègrent les services. Ben, juste sur les services numériques B2B, en logiciel et en service cloud, on est dans le même ordre de grandeur. Donc vous voyez que ce n'est pas une paille. Et donc, ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, ces dépendances technologiques, eh bien, et leurs conséquences, et les risques induits par ces conséquences, eh bien, explosent à la figure de tout le monde. C'était Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui disait il y a 2 mois au FIC, hein, au Forum international, au Forum InCyber, il disait quand je suis obligé, quand je n'ai que le choix entre Microsoft, Google et AWS, je ne suis pas à l'aise. Et donc, ce sujet, il remonte au niveau des COMEX. Donc, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui de ces conséquences, mais qui ne sont pas nouvelles. Hein. Il était temps, peut-être. Voilà, mais il était temps. Guillaume? Oui, évidemment, je vais être d'accord. Quelque part, tout change, rien ne change. Ceux qui s'imaginent que la situation actuelle est directement liée à l'élection de Donald Trump se trompent. On avait dit la même chose du Covid, hein, que ce serait un électrochoc. Ouais. Donc, c'est un révélateur. Pour ceux qui sont un peu loin de ces sujets, évidemment, ça aide à prendre conscience des risques qui deviennent très visibles. Pour ceux qui sont dans le déni volontairement ou volontairement, c'est plus compliqué en ce moment. Mais le grand piège, quelque part, donc quelque part, ça nous aide. Je vais être cynique, mais ça nous aide à porter ce que je considère être une bonne parole. Mais ceux qui se disent, quand Trump sera parti, il partira un jour. Au sens, bref. C'est sûr. Et donc, quand Trump sera parti, la solution se résoudra d'elle-même. Ces gens-là se trompent. Voilà. C'est quelque chose qui est profond. L'Amérique n'est pas devenue un ennemi.
même si par moments le message est beaucoup plus agressif. Et quelque part, les alternances politiques américaines, on a tendance toujours à avoir des gentils, des méchants et tout ça qui alternent. Il n'y a pas grand-chose. Et en première approximation, pour moi, ça reste essentiellement la même philosophie. C'est juste la manière de le dire, le visage qui apparaît, qui est différent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fondamentaux sont là. Les Américains, les industriels américains ne sont pas des ennemis, ne sont pas des adversaires, ce ne sont pas non plus des amis. Et de toute manière, je pense que dans la salle, on n'est pas là pour avoir des amis et des ennemis. On est là pour développer du business, on est là pour développer des usages, pour aider nos clients, voilà. Et donc, il ne faut pas ramener ça à des choses qui relèvent de la sphère privée. Et donc, la situation actuelle, elle nous montre simplement que ne rien faire n'est plus une option, comme certains ont pu le penser dans le passé, même si c'était déjà une erreur. Et donc l'action, elle est maintenant urgente, parce que voilà, dans 2 ans, ce ne sera pas mieux. Et elle est d'autant plus urgente puisque les décisions qu'on prendra aujourd'hui, vous le disiez tous, ne porteront leurs fruits que dans quelques années. Ce ne sera pas immédiat comme les pouvoirs publics ont tendance à penser que... Oui, effectivement, c'est vraiment ce sujet-là. Et c'est ce à quoi nous appelons en permanence au CIREF, c'est de se dire... On n'attend pas qu'il y ait des décisions, des annonces. Enfin, on aime bien cette notion d'annonce qui soit faite dans la perspective de 2027, où il va se passer, du point de vue politique, certaines choses. Mais il faut qu'on se projette, non pas où est-ce qu'on veut en être en 2027, c'est trop tard. L'inertie est telle que ça ne sert à rien. C'est où est-ce qu'on veut en être en 2035. Et ensuite, on peut faire un rétro-planning pour voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Mais si on est en permanence dans cette logique où on va faire des annonces pour dans 6 mois ou dans 18 mois, rien n'avancera. Et par ailleurs, c'est un des sujets avec les pouvoirs publics, c'est qu'ils sont inscrits essentiellement, et c'est assez normal, dans une logique essentiellement nationale. Or, il y a beaucoup plus de difficultés à faire percoler tout ça au niveau européen. Or, et ce n'est pas une profession de foi politique que nous faisons au CIREF, c'est juste un constat pragmatique. L'Europe numérique, elle sera fédérale ou elle ne sera pas. Et ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas une logique de mutualisation de tous ces efforts qui sont faits au niveau européen. On a besoin d'un marché qui soit fluide, on a besoin d'un marché qui soit sans couture, on a besoin d'un marché qui soit avec une masse critique suffisante. Et c'est nécessaire d'être au niveau européen, d'autant plus que c'est au niveau européen que la prospérité économique doit se construire. Et il n'y aura pas de prospérité économique, je crois que c'est Pascal Laloz qui le disait très bien, il n'y aura pas de prospérité économique sans technologie. Alors, je pense qu'il y a vraiment un point sur lequel on insiste. On revient aussi des rencontres numériques de Strasbourg où il y avait l'ensemble de l'écosystème numérique sur lequel cette prise de conscience est là. Et je pense qu'il y a un point qui me paraît essentiel, c'est de démarrer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre d'années, les solutions européennes n'étaient pas prêtes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les solutions sont à disposition. Et donc, ce fameux stratégie du « et » aujourd'hui permet de pouvoir démarrer des solutions et faire en sorte que d'avoir une vision sur des sujets stratégiques, de pouvoir commencer. En tout cas, cette prise de conscience, elle est à la fois dans le domaine du privé, elle est à la fois dans le domaine du public. Et la bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est qu'il y a une prise de conscience aussi européenne. Il y a un certain nombre de pays européens qui étaient jusqu'à présent beaucoup plus réfractaires, avec cette situation géopolitique, commencent à s'ouvrir. Je suis parfaitement d'accord avec Henri que cette Europe doit être fédérale ou ne sera pas. Mais je pense que des choses sont en train de bouger. Et le message aujourd'hui, c'est que, public ou privé, les gens doivent démarrer. Les outils sont là, les solutions sont présentes. Et aujourd'hui, rien n'empêche de démarrer. Alors, sur le thème de l'Europe, justement, on sait aussi qu'il y a un risque de fragmentation avec peut-être des initiatives qui partent un petit peu dans tous les sens, comme on a pu le voir par le passé. Comment structurer une gouvernance européenne et peut-être quel rôle doivent jouer les États aujourd'hui ? J'ai tendance à faire une analogie avec le sujet cyber que j'ai connu avant, qui il y a 10 ans était exactement dans la même situation, où
tout le monde se renvoyait un petit peu la balle, les États considérant que la sécurité c'était de leur prérogative, c'était pas un sujet européen, mais en même temps tout le monde constatant que si on n'était pas capable de travailler ça à l'échelle européenne, ça ne servirait pas à grand-chose d'être sécurisé chez soi si tous nos voisins européens étaient eux-mêmes des victimes. Donc il faut résoudre ce paradoxe de manière très concrète. Ça veut dire quoi en pratique? Moi, je reste convaincu que la France a un rôle particulier à jouer. Voilà. Il y a une sorte d'égalité, évidemment, entre les États membres de l'Union européenne, mais en termes de dimensionnement, en termes de puissance industrielle, en termes d'influence politique, de maturité parfois, la France a une vraie responsabilité, très clairement. Et là où je vais encore vous sembler peut-être très, très conventionnel, quand la France et l'Allemagne poussent dans le même sens, c'est redoutable. Et donc, il y a tout cet enjeu d'être capable de travailler avec l'Allemagne, ce qui au quotidien est assez facile, ce qui d'un point de vue politique et tout ça est variable. Hein, le fameux tandem franco-allemand, vous savez que ça évolue. Mais voilà, la France forte avec l'Allemagne, qui porte des messages à l'Europe, avec une certaine humilité qui manque parfois. Et ensuite, le fait de travailler pour créer des réseaux. La magie des réseaux, c'est qu'il n'y a pas de chef directement. Donc on passe pas des heures à se demander qui va diriger tout ça. Simplement, on met en commun des capacités, on met en commun des idées. Chacun reste souverain chez lui, parce que la souveraineté, on en parle beaucoup, mais enfin, quand on revient aux fondamentaux, elle est nationale. On peut parler de souveraineté européenne, mais la souveraineté européenne n'existera que quand l'Europe sera un État, ou l'équivalent, donc un État fédéral en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc attention à la notion de souveraineté européenne qui est très attirante, et dont on peut en avoir envie. Mais enfin, elle n'est pas là aujourd'hui. Les fondamentaux ne sont pas là pour ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de porter ces idées et de faire passer à l'échelle des choses qu'on aura démontrées comme étant faisables au niveau national. Le fait de montrer qu'il y a une industrie dans le domaine du cloud et tout ça qui peut se développer, qui se développe, qui existe déjà aujourd'hui, ça fonctionne. On ne peut pas nous dire oui mais on ne sait pas faire. Mais non, mais si on sait faire, il suffit de le faire passer à l'échelle. Le fait de dire on ne sait pas réglementer, c'est compliqué. Faire de la certification cloud, c'est compliqué, comme dans le cas de UCS, parce qu'on dit depuis le départ, avec les Allemands d'ailleurs, non, c'est pas compliqué, on l'a déjà fait. Il suffit de le transposer à l'échelle européenne. Alors je mets des guillemets à suffit parce que ça fait des années qu'on en parle et on n'a toujours pas réussi. Mais donc ce sujet européen, il est essentiel, mais ma conclusion c'est que se dire comme ça doit fonctionner à l'échelle européenne, on va attendre que l'Europe le fasse, ça c'est une erreur. Oui, sur ce sujet-là, c'est vraiment la stratégie aujourd'hui du CIREF que d'expliquer quelles sont les conditions qui relèvent des États européens et effectivement de Bruxelles, quelles sont les conditions pour créer cet environnement favorable pour le développement de ces offres de confiance et de ces alternatives européennes. On en voit trois. La première, c'est le droit de la concurrence. Aujourd'hui, il est extrêmement malmené. Extrêmement malmené, et la plupart des grands hyperscalers, ce qu'on appelle même des contrôleurs d'accès, sont dans des stratégies multiples de contravention au droit de la concurrence européen et au droit des contrats. Et donc, il faut qu'il y ait une régulation effective. Par ailleurs, en matière de régulation, je prends un seul exemple, le Digital Market Act, le DMA, qui est organisé autour de 10 Digital Core Services, où on a désigné des gatekeepers, des contrôleurs d'accès, qui se retrouvent avec des obligations ex ante pour rétablir un équilibre de concurrence sur le marché européen. Il y a un Digital Core Services sur lequel il n'y a pas eu de désignation de contrôleurs d'accès, de gatekeepers, dans un contexte où 3 hyperscalers américains maîtrisent 70% du marché du cloud en Europe, plus de 70%, c'est les cloud services. Comment se fait-il que depuis le 6 septembre 2023, n'ayons pas été fichus en Europe de les désigner comme gatekeepers? C'est un vrai scandale. Enfin, bon, je trouve. Bon. Ensuite, il y a le deuxième, c'est la mobilisation de la commande publique en massifiant et en mettant des instruments qui permettent de massifier cette commande publique et d'éviter que sa dispersion n'ait pas d'effet systémique sur le développement du marché, notamment du cloud de confiance en Europe. Et ce sont des milliards qui pourraient être mobilisés pour développer ces offres européennes. Et enfin, il faut passer d'une stratégie de l'offre où on passe son temps en Europe à saupoudrer des moyens financiers publics et privés sur des myriades d'offres qui ne trouvent pas de clients. Il faut au contraire avoir une stratégie de la demande. Il faut subventionner cette demande à travers des instruments d'incitation fiscale de la demande, notamment pour que
eh bien, les entreprises privées en Europe soient incitées à protéger leurs données sensibles et stratégiques sur des infrastructures qui soient EUCS+, c'est-à-dire qui consacrent cette immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale. Voilà 3 mesures massives qui permettraient, je crois, de changer la donne en Europe. Et de démarrer. Vous avez tous insisté aussi sur le besoin d'une réforme du code de la commande publique. Vous avez parlé, Guillaume, de vraiment une preuve d'amour. On a besoin d'une preuve d'amour sur cette commande publique. Quels seraient peut-être les premiers gestes que vous attendriez, les premiers gestes concrets? Je ne suis pas certain qu'il faille réécrire le code des marchés publics. Je suis même à peu près convaincu du contraire, en pratique. Ce qu'il faut changer, c'est les usages. Donc, quelque part, former les acheteurs, utiliser tout ce que permet le code des marchés publics, parce qu'en général c'est une petite partie, on fait toujours pareil, et il faut beaucoup de courage. Du courage, c'est quoi? J'ai le sentiment que c'est plus facile de se tromper avec les autres que d'avoir raison tout seul. Et les acheteurs sont souvent confrontés à ce problème-là. Acheter le leader du marché, acheter celui qui est dans le bon côté du bon cadran, machin truc, si jamais il y a un problème après, vous ne serez pas responsable, on pourra difficilement vous le reprocher. Aller chercher un clouder européen plutôt qu'un hyperscaler et tout ça, ça c'est du courage. Et ce courage, il doit venir peut-être des acheteurs, je ne suis pas sûr que ce soit leur mission et leur métier, ce sont des exécutants, au bon sens du terme. Par contre, ça doit venir des chefs, des décideurs. Et finalement, là on parle de commande publique, mais enfin c'est valable pour la commande privée, cette affaire-là, c'est exactement similaire. Il faut que les décideurs tout en haut comprennent qu'ils ont un enjeu de maîtrise de leur numérique. Je pense qu'un patron d'entreprise, il ne se lève pas le matin en se disant « je vais faire de la souveraineté ». Ce n'est pas son métier. Par contre, son métier, c'est de faire en sorte que sa boîte, elle fonctionne, qu'elle soit efficace, qu'elle soit performante, et que dans 10 ans, elle soit toujours là et en meilleure forme. Et pour faire ça, aujourd'hui, quand on voit l'empreinte du numérique, il faut maîtriser son numérique. On a trop laissé. Et je ne fais pas de procès, c'est facile de critiquer, mais on a trop laissé finalement percoler l'idée que le numérique c'est du support et tout ça, c'est pas mon vrai métier, tout ça. Non, la plupart des acteurs industriels aujourd'hui ont le numérique au cœur de ce qu'ils font. Donc ça veut dire qu'ils doivent savoir tout faire, il faut passer par des acteurs experts dans certains domaines, et j'en ai un à côté de moi, mais il faut aussi réinternaliser cette maîtrise. Et quand on passe par ce champ de la maîtrise qui est vraiment de la responsabilité des décideurs, qui ne sont pas des informaticiens, c'est extrêmement rare, c'est même accidentel, mais de même qu'il y a une sécurité juridique, une responsabilité en termes de développement du business, tout ça, il y a une responsabilité sur le numérique. Et aujourd'hui, on se rend compte que maîtriser tout le numérique qui sous-tend l'activité d'une entreprise ou d'une administration ou d'un État, c'est extrêmement complexe. Et on ne s'en rend compte que quand il y a des accidents. Voilà. Quand CrowdStrike se loupe, et c'est pas contre eux parce qu'ils sont très bons, mais se loupe et fait en sorte qu'il y a des écrans bleus au mois de juillet un peu partout dans les aéroports dans le monde entier, c'est là qu'on se dit mais mince, on est hyper fragile. Et donc si on n'est pas capable de refaire ce travail d'analyse, quelles sont mes dépendances, quels sont mes systèmes critiques, quelles sont mes données critiques, où est-ce que je les mets et comment je me crée finalement une sorte de stratégie avec beaucoup d'hybrides, très certainement, pour faire tourner tout ça de manière résiliente, et bien tant qu'on n'a pas fait ça, on est fragile. Donc ce n'est pas de la souveraineté, mais c'est en faisant ça qu'on contribue à la souveraineté. J'approuve totalement. Quand une entreprise, et le SIGREF représente les grands comptes utilisateurs qui expriment des besoins, un utilisateur n'exprime jamais son besoin en disant je voudrais une solution souveraine. Jamais. En revanche, il exprime quels sont ses besoins en termes de maîtrise de ses dépendances. Et c'est vrai que globalement, dans l'industrie, dans les services, dans l'économie européenne, on a laissé en jachère cette exigence qui existe dans tous les autres domaines d'avoir une stratégie de maîtrise de ses dépendances, et on ne l'a pas fait sur toute la chaîne d'approvisionnement IT en se disant qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Or, toute entreprise en permanence, son job, c'est de maîtriser ses dépendances vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis de ses compétences rares, vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de ses fournisseurs. Depuis 30 ans, on ne s'est pas posé cette question pour la chaîne d'approvisionnement IT. Aujourd'hui, il faut commencer à se la poser.
Juste pour rebondir sur vos 2 commentaires, je pense que ce qui me paraît aussi essentiel, on parlait de dépendance, on parlait de formation. Je pense que former les dirigeants et les acheteurs et les décideurs dans les entreprises, il faut bien pouvoir leur expliquer ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas. Je pense que ça, c'est vraiment un point absolument essentiel, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va leur permettre de prendre les bonnes décisions, et c'est le sujet sur lequel on doit tous collectivement travailler. Alors, on arrive presque à la fin de cette table ronde, on a laissé le temps un peu filer, mais je voudrais quand même projeter un dessin que vous avez fait faire pour le SIGREF, un dessin, donc, juste pour la petite histoire, donc c'est inspiré d'un film de Clint Eastwood qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Truand. La réplique, c'était, tu vois, il y a le monde qui se divise entre ceux qui ont, je crois que c'était un flingue, et ceux qui creusent. Vous avez adapté ça, alors peut-être pour notre audience, expliquez-nous ce dessin. Il y a donc écrit, tu vois, le monde se divise en 2 catégories, ceux qui ont un cloud et ceux qui paient. Et on voit sur l'appel, je vois pas, mais il y a écrit... Contra Cloud, il y a marqué Contra Cloud, c'est Contra Cloud public, au Cloud Forum, un peu comme ici. Et puis c'est le DSI, hein, il a un badge DSI, et lui on lui dit toi tu payes. Et en fait on avait demandé, on a fait toute une série comme ça de dessins humoristiques pour expliciter de manière assez simple les irritants, les difficultés auxquelles eh bien les entreprises utilisatrices peuvent être confrontées avec leurs fournisseurs. Et donc c'est toute une série de dessins qu'on peut retrouver sur le site du SIGREF, où Ixen nous a fait des planches tout à fait marrantes, comme celle-ci, justement pour exprimer ce principe de la dépendance extrême aujourd'hui des entreprises au cloud public, aux hyperscalers américains. Allez, pour conclure, j'avais noté que vous êtes tous partie prenante du 20e comité stratégique filière logiciels et solutions numériques de confiance. Peut-être en un mot, de quoi s'agit-il ? Juste un point important, Julia. On retrouvera les présidents et coprésidents de ce comité stratégique de filière dans cette salle à 13h30. Bien, je voudrais vous remercier vraiment tous les 3. On espère reprendre cette discussion l'année prochaine, mais que les choses auront changé et qu'on aura démarré. Merci infiniment à tous les 3. On peut les applaudir chaleureusement. Merci.